Aura un véritable levier de souveraineté économique et de résilience collective. C'est l'un des objectifs du Forum international de la diaspora. Ce cadre d'échange direct entre l'État et la diaspora pour thème enjeux et défis d'une diaspora au cœur du développement économique national. Ils sont plus de 6 millions nos compatriotes établis à l'extérieur avec un apport de plus de 700 milliards à l'économie en 2022. 53,20%, c'est le pourcentage des admis à l'examen du DF, session de juin 2025. Un résultat légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Abibatou Konti Koulibaly, 15 ans, du Prytanée militaire de Kati, est la première nationale avec une moyenne de 18,72. Des scènes de joie et de tristesse des candidats à vivre dans ce journal. Lancement de la campagne nationale de chimioprévention du paludisme saisonnier, une campagne couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants. La campagne chimioprévention touchera plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 ans. Le coût de la campagne est de plus de 7 milliards de francs CFA. C'est parti pour la 3e édition du programme Bamako City Tour 2025, une initiative de l'agence de promotion touristique du Mali. À bord des bus, les participants découvrent les trésors culturels et artistiques du Mali à Bamako et à l'intérieur du Mali pendant 3 mois. La cérémonie de lancement a eu lieu hier au Musée national en présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà pour les titres de ce 20h. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Ils sont 65 millions, nos compatriotes établis à l'extérieur. Ils sont rattachés à la mère patrie. Ils contribuent à plus de 700 milliards de francs CFA à l'économie nationale, un chiffre qui date de 2022. La première édition du Forum international de la diaspora, qui s'est ouverte ce matin à Bamako, est une tribune qui vise à établir le lien entre la diaspora et les autorités du pays. Le thème est « Enjeux et défis d'une diaspora au cœur du développement économique national ». Pour le Premier ministre, le Forum international de la diaspora est un acte d'amour pour le Mali. Le Forum international de la diaspora, qui se tient en présence des ministres des Burkinabés et Nigériens établis à l'extérieur, s'inscrit dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement, période 2025-2026. Le reportage de Mamari Koné et de Aliou Touri. Avec des transferts formels de fonds estimés à 793 milliards de francs CFA en 2022, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les Maliens établis à l'extérieur apportent une contribution significative dans la construction nationale. Pour cette première édition du Forum international de la diaspora, plus de 500 participants sont venus de 77 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. La diaspora constitue une ressource inestimable pour notre pays. Une diaspora qui participe activement depuis plusieurs décennies à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Cependant, il reste nécessaire de mieux canaliser ces efforts afin que les investissements soient davantage orientés vers des activités productives, généralistes d'emploi, durables et de croissance inclusive. Le Haut Conseil de Mali extérieur continuera à œuvrer activement pour accompagner ces ambitions en partenariat étroit avec le ministère des Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'Organisation internationale des migrations OIM est fière d'accompagner le Mali dans cette démarche. Pour sa directrice régionale, la diaspora constitue des forces de transformation. En 2024, selon la Banque mondiale, les diasporas des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont transféré près de 35 milliards de dollars, dont 1,2 milliard à destination du seul Mali. Ce forum représente donc une opportunité cruciale pour réfléchir collectivement à des mécanismes permettant de transformer ce potentiel en levier durable de croissance inclusive. Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national, c'est autour de ces thèmes que se déroulent les travaux des 3 jours d'échange. Les attentes sont fortes au niveau du département en charge de la diaspora. Le thème traduit avec justesse notre volonté collective de faire de la diaspora malienne un levier de transformation structurelle et de développement durable. Nous nourrissons de grandes attentes à l'égard de ce forum. Nous savons que nombre d'entre vous portent des projets d'investissement ambitieux, souvent confrontés à des frais administratifs ou structurels.
Notre volonté est claire. Lever ensemble les obstacles qui entravent vos initiatives et créer les conditions d'un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique entre l'État malien et sa diaspora. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a transmis aux participants les salutations et les encouragements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, parrain de l'activité et qui accorde une attention particulière à la diaspora malienne. Sous son leadership éclairé, notre pays a retrouvé la confiance en lui-même, l'audace d'imaginer son propre chemin et la force d'unir ses filles et fils où qu'ils se trouvent. Qu'il me soit donc permis d'exprimer au nom de cette auguste assemblée notre profond respect et notre gratitude indéfectible à l'endroit du chef de l'État qui, par sa ferme volonté, a souhaité que ce forum international de la diaspora soit un moment d'unité, de communion et d'espérance partagée. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. Je tiens à adresser mes remerciements fraternels aux délégations des pays frères, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, présents en qualité d'une part de membres de la Confédération des États du Sahel, bien entendu, et la Guinée comme étant l'autre poumon de nos deux pays. Chers frères de la Confédération, votre solidarité et votre engagement renforcent notre conviction que le destin de nos peuples se conjugue dans la diversité, dans la fraternité sahélienne et dans l'action concertée. Le Forum international de la diaspora est un cadre d'écoute et de dialogue constructif. C'est pourquoi il est porteur de promesses, celle d'un avenir à bâtir pour tous, selon le chef du gouvernement. Sa tenue s'inscrit pleinement et opportunément dans les grandes priorités de notre pays en matière de développement. Elle reflète notre engagement collectif à œuvrer pour un avenir meilleur, tel que défini dans nos documents de planification stratégique, notamment la vision Malikura Nyatasira Kaben Samba Flani Bioroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement 2024-2033. Le Forum international de la diaspora s'inscrit également dans le cadre opérationnel du plan d'action du gouvernement 2025-2026 en tant qu'action prioritaire favorisant la concertation, l'innovation et la participation citoyenne autour des enjeux du développement. Au niveau sectoriel, il revêt une importance particulière en tant que contribution directe à la mise en œuvre de la politique nationale de migration, la PONAM. Il offre une plateforme d'échange et de réflexion stratégique pour renforcer la gouvernance migratoire et maximiser les opportunités qu'offre la migration au service du développement national. Il est utile de rappeler que sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé des réformes importantes en faveur de la diaspora, notamment la mise en place d'un guichet unique au sein de l'API Mali, l'adoption de mesures fiscales incitatives et d'une stratégie d'investissement productif, la réalisation d'une étude pour la création d'une banque d'investissement de la diaspora et l'élaboration d'un guide des filières porteuses au Mali. Ces mesures sont loin d'être exhaustives car le gouvernement ambitionne de lancer un fonds souverain de la diaspora, de créer un guichet digital simplifié et d'instituer un conseil national consultatif de la diaspora. Ces instruments ne sont pas des gadgets institutionnels, mais des ponts concrets entre la nation et sa diaspora. Je tiens à cet instant de mon propos à saluer les efforts des forces armées de sécurité pour leur foi et leur engagement en faveur de l'intégrité territoriale du Mali et pour la sécurité des personnes et leurs biens. Nos femmes constituent notre fierté. Ils la méritent amplement et je vous prie de les applaudir. Le programme du forum s'articule autour de conférences, panels thématiques, ateliers et sessions de co-création. Après la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a visité les stands des différents partenaires de cette première édition du Forum international de la diaspora. Et nous restons au Centre international des conférences de Bamako pour parler de l'agenda du président du Conseil national de transition. Le général de corps d'armée Malick Diaw a reçu en audience une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par son président. Avec le président de l'organe législatif de la transition, les échanges ont porté sur la situation des droits de l'homme au Mali et l'application des textes. Je vous invite à écouter professeur Al-Kadri Diarra, président de la CNDH. Il est au micro de Tamsir Diabati. Ce fut une audience très fructueuse. Le président nous a rassurés de son accompagnement, de sa disponibilité et de celle de tous les autres honorables membres
du CNT. Donc très prochainement, nous allons soumettre le rapport de la situation des droits de l'homme de 2024 qui va certainement faire l'objet d'un débat ici au Parlement. Donc aujourd'hui, nous partons très confiants et rassurés par les propos du président du CNT pour qu'enfin nous puissions tous comprendre que la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée car nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation exceptionnelle. Malgré cette situation, le pays a le statut A. C'est l'Alliance mondiale des institutions de défense des droits de l'homme qu'on appelle GANRI, qu'il a donné au Mali, qu'on a obtenu en 2022. Ça veut dire quoi? Les autorités maliennes veillent à la défense des droits de l'homme. Ça veut dire que le Mali est un pays de défenseurs des droits de l'homme comme tous les autres pays que nous connaissons. Cela est un message très important. Il va être évalué l'année prochaine, 2026, Inch'Allah, et nous espérons que tous les moyens, toutes les dispositions seront prises pour que ce statut soit renouvelé sans difficulté. Et je crois que les signes sont tout à fait favorables pour cela. Abibatou Kanti Koulibaly du Prytanée militaire de Kati est la première nationale du DF à session de juin 2025. Âgée de 15 ans, elle a obtenu, tenez-vous bien, une moyenne de 18,72. Le taux d'admission au niveau national est de 53,20% contre un peu plus de 44% l'année dernière. Des résultats publiés ce matin qui ont laissé place à des scènes de joie pour les admis et de tristesse pour les ajournés. Notre équipe de reportage dirigée par Fadema Keïta a fait le tour de quelques centres suivants. C'est la joie manifeste devant les affichages chez la plupart. Ils sont donc 168 383 candidats à décrocher cette année 2025 le diplôme d'études fondamentales. Ce précis sésame ainsi obtenu leur ouvre les portes des études secondaires mais aussi techniques et professionnelles. Ces résultats qualifiés d'honorables sont les fruits de l'engagement citoyen et professionnel du personnel d'encadrement, mais également de tous les acteurs du monde de l'éducation. Ça a été bon. À la fois, oui, je suis admise. Je suis contente, je suis fière de moi. C'est vraiment un exploit de passer un examen. Je suis très, très fière de moi. Je suis émue aussi. Je remercie vraiment mon école et mes professeurs. Je suis satisfait au regard de ces résultats, en ce sens qu'il a connu un bond comparé à celui de l'an passé. Il a connu un bond de 8,59. Ceci est considérable comme progression. Le taux d'admission il est de 53,02% contre celui de l'an passé qui est de 44,43%. Nous sommes satisfaits de l'organisation et nous sommes également satisfaits du déroulement des cours, lequel déroulement des cours nous a permis d'atteindre ce résultat. Dans cette mouvance, c'est le Prytanée militaire de Kati qui se taille la part du lion. 120 candidats présentés, tous admis. Parmi les 10 premiers nationaux, 7 sont du Prytanée militaire, dont la première nationale, Abibatou Kanti Koulibaly, qui passe avec 18,72 de moyenne. Boubacar Sow et Ousmane Sogoba, avec respectivement 18,31 et 18,28 de moyenne, occupent la deuxième et troisième place au plan national. Également du Prytanée militaire. Je tiens tout d'abord à féliciter mes anciens, les anciens qui nous ont beaucoup épaulés et surtout, je tiens aussi à féliciter la 41e promotion pour ce 100% bien mérité. Les candidats qui n'ont pas eu cette année, je leur souhaite bon courage. Ils peuvent continuer de travailler. Ce n'est rien, l'échec fait partie de la vie. Et ceux qui ont reçu, félicitations à toutes. Le Centre national des examens et concours d'éducation facilite aux heureux candidats le retrait de leur attestation. Nous avons effectivement adressé une lettre aux académies pour rappeler que le retrait des attestations de DEF ne requiert ni rédaction de demande, ni paiement d'argent. Et pourquoi nous avons souhaité que le retrait se fasse dans les écoles? C'est le directeur qui connaît les élèves et connaît les parents. Donc il n'y a pas possibilité pour qu'il y ait retrait d'une attestation d'un élève par quelqu'un d'autre. Les attestations seront signées par les DECAP
est cacheté au niveau du CAP. Mais l'impression se fera dans les académies. Quant aux candidats des écoles privées admis dont les parents sont redevables, ils s'acquittent d'abord pour que leur enfant ait l'attestation du DF. C'est une bonne chose. Ce serait l'occasion pour le promoteur d'école de se faire rembourser, de se faire payer son argent. Parce qu'on ne peut pas aller s'asseoir dans une école privée, prendre les cours et refuser de payer les frais. Le département de tutelle félicite les acteurs du monde de l'éducation, les syndicats d'enseignants qui, d'année en année, se battent pour sauver l'école malienne et non l'année scolaire. Des élèves qui seront des cadres de demain et certains évolueront dans le domaine des finances et de la comptabilité. Et en parlant de finances, le ministre de l'économie et des finances a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la 2e édition de la rencontre annuelle des services du Trésor. Cette rencontre est placée sous le signe de la digitalisation dans l'exécution du budget de l'État. La rencontre devra permettre de doter les participants d'outils nécessaires pour une bonne gestion des deniers publics au moment où notre pays fait face aux défis de la relance des activités économiques. Le reportage de Mamadou Fani. Défi de la digitalisation dans l'exécution du budget de l'État, c'est le thème de cette 2e édition de la rencontre annuelle des services du Trésor. Il s'agit par cette rencontre de créer un cadre d'échange entre les services du Trésor et les autres structures partenaires de la gestion publique sur les thématiques d'ordre stratégique et opérationnel pour plus d'efficacité dans la réalisation de la mission à eux confiée. Cette rencontre se tient dans un contexte de réforme des services du Trésor. Le Trésor, c'est un grand réseau de comptables publics à travers le monde. Donc c'est une occasion pour les services du Trésor de se retrouver autour de leur métier, autour de l'actualité, mais surtout autour des objectifs qui nous sont fixés par les plus hautes autorités du pays. La digitalisation des services publics est aujourd'hui une haute priorité des plus hautes autorités du pays. Dans ce cadre-là, nous voulons, pendant cette édition, échanger sur les voies et moyens pour la mise en œuvre des différentes réformes, des différents projets pour digitaliser les moyens de paiement au niveau des services du Trésor, mais également dans nos relations avec les autres services du ministère de l'économie et des finances et des autres services de l'État. Et cette 2e édition a mis un accent aussi particulier sur le secteur des assurances. Comme vous le savez, le Trésor public est l'autorité de tutelle aussi du secteur des assurances. Donc dans le cadre de nos travaux, nous allons échanger sur comment faire en sorte que nous puissions tirer tout le profit du potentiel énorme de financement de ce secteur-là pour notre économie. Durant 2 jours, les participants vont échanger sur plusieurs sujets relatifs au bon fonctionnement des services du Trésor, à leur efficacité dans la mobilisation et la gestion des recettes de l'État en mettant l'accent sur les établissements publics. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique reste mobilisée pour la digitalisation accélérée des moyens de paiement au niveau des structures concernées. D'ores et déjà, des résultats encourageants ont été réalisés avec l'utilisation des codes marchands dans l'encaissement des recettes publiques. De juillet 2024 à mai 2025, certaines recettes ont enregistré une augmentation de 46% comparativement à la période de juillet 2023 à mai 2024. Parallèlement à l'utilisation des solutions des opérateurs de téléphonie, la cellule d'appui à l'informatisation des services fiscaux KSF a développé et mis à la disposition de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique une plateforme de paiement public dénommée Trésor Pay, dont la phase de déploiement est en cours. À terme, elle sera la plateforme unique de paiement des services publics. À l'issue de cette rencontre, des résolutions et recommandations pertinentes seront formulées afin d'atteindre les objectifs fixés par les autorités en matière de digitalisation des services publics conformément à la réglementation en vigueur. Après l'économie, parlons de santé numérique avec le lancement des rapports nationaux et mondiaux sur le développement humain durable. Ces rapports mettent en exergue l'importance de la digitalisation dans la gestion des fonds. Le lancement des 10 rapports a eu lieu ce matin à Bamako en présence de notre reporter Youssouf Diakité.
L'impact de la digitalisation des soins de santé sur la couverture sanitaire universelle au Mali. Une question de choix, les individus et les perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle. Voici les deux thématiques principalement traitées par les deux rapports respectivement national et mondial. Il y ressort des études menées une complémentarité incontestable entre l'homme et la machine. Ce que nous dit le rapport, c'est que on ne peut pas laisser les technologies contrôler l'humain. Mais nous devons faire les choix qui permettent d'utiliser les technologies et notamment l'intelligence artificielle au service de l'humain. Avec l'utilisation de la digitalisation, l'impact est tellement visible en termes de réduction du temps des soins, en termes aussi de prestation de services, en termes aussi de transparence dans la gestion même financière. Selon le rapport national du développement humain durable version 2025, l'intégration des technologies numériques dans le secteur de la santé offre une perspective prometteuse pour l'amélioration de la couverture sanitaire universelle, une démarche saluée par les partenaires au développement. Le rapport mondial sur le développement humain nous invite à exploiter au mieux les possibilités d'accroissement du développement humain qu'offre l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus inclusive, avec l'éthique qu'il faut et aussi de manière équitable. En effet, l'intelligence artificielle, surnommée la nouvelle électricité, est une technologie à usage général qui peut être intégrée dans presque tous les domaines dont la santé, l'agriculture, la finance, l'éducation, le transport et j'en passe. Il est indéniable, disent les autorités maliennes engagées sur la voie de la digitalisation, que le Mali dispose d'un terreau fertile pour faire de la santé numérique un pilier de son développement. Ces rapports constituent des instruments de sensibilisation et de plaidoyer à l'intention des différents publics cibles, décideurs, organismes de développement, collectivités territoriales, secteur privé, société civile, monde universitaire et médias. Le thème retenu pour le rapport mondial sur le développement humain porte sur une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle IA. L'édition 2025 des rapports nationaux et mondiaux fait ressortir des impacts tangibles de la santé digitale remarquables, surtout sur l'accès aux soins de santé, à la gestion hospitalière et à la réduction des coûts dans les localités bénéficiaires. Le Mali présente ses condoléances au président de la République du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, et au peuple nigérian suite au décès de l'ancien président Mahamadou Buhari le dimanche 13 juillet dernier. Au nom du président de la transition, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a signé cet après-midi le livre de condoléances ouvert à l'ambassade du Nigeria pour l'occasion. Le reportage de Bemba Sibi. Le Mali rend hommage à l'ancien président du Nigeria, Mahamadou Buhari, décédé le 13 juillet dernier à Londres à l'âge de 82 ans. Ceci à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, au nom du président de la transition, est venu signer le livre de doléances ouvert à l'ambassade du Nigeria à Bamako pour la circonstance. Il a partagé toute l'affliction du Mali en cette douloureuse circonstance. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple du Mali, je réitère nos condoléances émues au gouvernement et au peuple frère du Nigeria, ainsi qu'à la famille durement éprouvée de l'illustre disparu. Occasion pour le ministre Diop de rappeler les valeurs que le président Buhari incarnait, un moment empreint d'émotion. Le président Buhari a durablement et positivement marqué la vie publique, politique et sociale du Nigeria et au-delà. Le Mali garde le souvenir d'un homme pétri de valeurs humaines, un visionnaire aux qualités reconnues d'homme d'État, épris de nobles idéaux de paix, de solidarité et de justice sociale. Pour rappel, Mahamadou Buhari, né le 17 décembre 1942 à Dora au Nigeria, est un militaire et homme d'État nigérian. Il a présidé aux destinées de son pays à 2 reprises, de 1983 à 1985 et de 2015 à 2023.
Que de la paix pour son âme. L'Office de radio-télévision du Mali entame un nouveau tournant de son histoire, marqué notamment par notre appartenance à la Confédération des États du Sahel. La structure a tenu ce matin la 56e session du conseil d'administration. À l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration a insisté sur le sens de la responsabilité et la rigueur. Alamdou Aguilien a rassuré la direction de l'ORTM de l'accompagnement du département afin de faire face aux nombreux défis auxquels la structure fait face. Il s'agit notamment de la mobilisation des ressources financières. Plus de détails avec Alousseni Touri. Dès l'entame de son propos, le ministre en charge de la communication, non moins président du conseil d'administration de l'Office, invitait les administrateurs à redoubler d'ardeur pour faire face aux nombreux défis qui pointent à l'horizon. Une exhortation à l'action et à la responsabilité. L'occasion nous est donnée de prendre des décisions stratégiques de haute importance pour relever les multiples défis qui se posent à l'ORTM. ORTM, dont vous connaissez tous ici l'importance et la sensibilité. Je vous souhaite que nos échanges se déroulent dans un esprit de responsabilité, de rigueur, de collaboration parfaite. L'engagement et l'expertise de chacun de vous sont essentiels pour amener à des choix pertinents et porteurs. Une collaboration qui sera déjà utile pour éplucher et valider les différents documents sur la table des administrateurs du conseil d'administration de l'ORTM. Cette 56e session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du procès verbal de la 55e session ordinaire, à l'évaluation des tâches assignées à la direction générale, à l'examen du projet de rapport d'activité 2024, du projet de budget, du rapport du budget au 31 décembre 2024, du projet de rapport d'exécution du budget au 31 mai 2025, de la situation des dettes sociales et fiscales 2024 et enfin la situation des dettes sociales et fiscales 2025. L'ORTM traverse certes des moments difficiles, mais ces difficultés ne l'ont pas empêché de remplir à souhait la mission à elle dévolue. En témoigne la couverture satisfaisante des événements de haute portée qui ont marqué la période écoulée. Dans le même temps, nous faisons face à une augmentation croissante des sollicitations et une exigence accrue sur la qualité du service. La redevance radio-TV, censée booster les finances de l'ORTM au départ, n'a nullement comblé nos attentes. Les résultats obtenus sont nettement en deçà de nos objectifs. Soyez assurés que mon département continuera à soutenir les efforts de la direction générale que je salue en vue de lever ces défis. À ces difficultés s'ajoute celle de la crise énergétique. Malgré les efforts du gouvernement pour atténuer la crise, l'Office continue de consacrer une partie substantielle de ses ressources à l'achat de carburant pour assurer la continuité du service public. L'ORTM est également au front pour l'intégration des peuples à travers la création et l'animation d'une page spéciale AES dans les journaux d'information, une volonté de rendre visibles les actions de nos dirigeants et de nos peuples de l'AES. Les missions de haute importance de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ont été largement couverts, tout comme le plan d'action du gouvernement 2025-2026, présenté par le Premier ministre et adopté par le Conseil national de la transition en mai dernier. Dans la même dynamique, la 3e édition de l'émission Malikura Tassira poursuit le travail d'explication des activités gouvernementales au quotidien. Cette mission permet ainsi d'améliorer de façon qualitative la compréhension des actions gouvernementales par les populations. Il est crucial que ces actions soient clairement expliquées aux citoyens afin de garantir la transparence, renforcer la confiance et favoriser la appropriation par le peuple. La couverture médiatique des activités des pays de la Confédération des États de l'AES est de plus en plus riche et variée. L'ouverture d'une page spéciale dans le journal télévisé de 20h et celui de 7h à la radio depuis plusieurs mois permet désormais à l'institution d'intégration de s'installer de façon durable dans les reportages radio et télé de nos 3 pays. Cet espace créé dans l'audiovisuel public des 3 pays sur instruction des chefs d'État permet de bien informer les populations en vue de rapprocher l'organisme d'intégration sous le journal des citoyens ressortissants des 3 pays membres. Les enjeux de la Confédération sont ainsi mieux expliqués aux populations.
L'ORTM a également été à l'initiative de l'organisation du bal de costumes traditionnel pour mettre en lumière cette vision souverainiste qui nous ramène à être nous-mêmes. Une façon pour les initiateurs de rentrer de plein pied dans l'année de la culture décrétée par les plus hautes autorités. Le grand tour cycliste est également à mettre à l'actif de l'ORTM qui en a fait un moyen d'intégration des peuples du Burkina, du Niger et du Mali. Et tout cela pour le bonheur des Maliens. D'un conseil à un autre, cette fois-ci, il s'agit de la 42e session du conseil d'administration de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Cet exercice statuaire marqué par la présence du tout nouveau DG de l'organisation panafricaine visait à faire le point des activités aéronautiques nationales à mi-chemin. Le point avec Aridjou Matina. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, le bilan à mi-parcours pour l'exercice 2025 des activités aéronautiques nationales du Mali au centre de cette 42e session. En plus des membres du comité de gestion, l'activité du jour enregistre la présence d'une délégation conduite par le tout nouveau directeur général de la Sekna. Dans le cadre de la satisfaction de certains besoins opérationnels, la délégation aux activités aéronautiques nationales a notamment réalisé les actions ci-après. Le renforcement des marquages de la piste, des bretelles et des aires de stationnement de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'installation d'une alimentation sans rupture de grande capacité à l'aéroport Kaï-Dagdad, la réparation des dégradations de la piste de l'aéroport Mopti Ambodedjo, la réalisation des forages équipés avec adduction d'eau sommaire au niveau des stations météo de Ségou, Nara et de l'aérodrome de Yéliman. En perspective, l'attention sera portée pour le reste de l'année 2025 sur la réalisation des projets inscrits au programme d'investissement en cours d'exécution qui concernent notamment la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque à l'aéroport Sikasso d'Ignaga. L'établissement public international assurant la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien africain s'évertue à poursuivre sa mission. Malgré les défis, les délégations aux activités aéronautiques nationales, notamment celle du Mali, enregistrent des progrès notoires dans le cadre des besoins opérationnels. Cette 42e session va nous permettre de voir déjà, effectivement, en ce qui me concerne en tant que nouveau directeur général de la SECNA, faire le bilan des 6 mois de fonctionnement après la dernière session. Le Mali est un pays important dans la communauté de l'agence. C'est depuis le contrat particulier qui date de 1965 que ces activités fonctionnent et on peut dire fonctionnent admirablement. Et des défis, il y en a. C'est la première fois dans l'histoire de la SECNA qu'une délégation aux activités nationales reçoit le directeur général lors d'un comité de gestion, en plus accompagné de 5 directeurs. On peut dire aujourd'hui que toute la direction générale de la SECNA à Dakar se trouve à Bamako. C'est un grand privilège, un grand sentiment pour nous. Cela dénote de l'exemplarité au niveau du Mali et c'est un défi pour nous et que nous allons continuer à relever. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. On a pu retourner à Tombouctou avec suffisamment d'argent. On a pu acquérir des équipements pour la sécurité incendie, des équipements pour la communication entre les contrôleurs et les équipes qui sont au sol. On a pu mettre des stations pour les informations météo destinées aux usagers de l'air. Donc beaucoup d'efforts ont été faits, tout ça au compte de la délégation de la SECNA aux activités nationales. Mais cela ne doit pas cacher le fait qu'il y a beaucoup de défis. Outre l'adoption des états financiers, l'examen de l'état d'exécution des résolutions et recommandations de la session précédente, les membres du comité ont également fait le point de l'exploitation des équipements et infrastructures techniques ainsi que les ressources humaines. D'ores et déjà, le tout nouveau directeur général de la structure panafricaine a réitéré sa disponibilité à accompagner l'État malien dans la gestion de ses activités aéronautiques nationales.
L'armée malienne renforce ses capacités opérationnelles avec l'acquisition de nouveaux équipements militaires, un engagement du chef suprême des armées qui se concrétise au fil du temps. Les habitants des communes 3 et 4 sont sortis très nombreux malgré l'heure tardive pour témoigner leur soutien aux forces armées maliennes dans leur lutte contre les terroristes. Le reportage de Abdul Karim Kaba. Renforcer la lutte contre le terrorisme, eh bien, le Mali renforce ses capacités opérationnelles grâce en tout cas à la volonté des autorités de la transition, notamment le général d'armée Assimi Goïta. En témoigne l'arrivée de ces matériels. Qu'est-ce qu'il pense de l'arrivée de ces matériels pour lutter contre le terrorisme dans notre pays? Monsieur, bonsoir. Alors, comment vous trouvez l'acquisition de ces matériels-là? C'est une bonne nouvelle, c'est un plaisir. On est de plus en plus fiers de notre armée et on est confiant. On leur accorde tout notre soutien moral et physique, matériel. Les Maliens sont déterminés en tout cas à soutenir leur armée. C'est pourquoi la mobilisation est de taille. En témoigne bien cette mobilisation et ce soutien patriotique des peuples du Mali. En témoigne cette mobilisation malgré leur tardif. Vraiment, nous sommes allés au Kodjougou. Wallahi, nous sommes allés au Albi à la armée demain. Albi à la armée demain. À la armée Tanya. À la armée Tanya. À la armée Toroma. Que pensez-vous de cette que direz-vous sur toute la transition? Non, amour fait venir. Midlam Benela, ne Mali fo. Kanga fama fo ku walimando ka asimire fo ala kula kana ala sala ka Mali ntanye ala kana Mali ntago jugu be Mali ko ala ka be fa kelengele ala ka hereke Mali fama munu ba an kokoro wala ala nkira barga ala ka hereke ala kula kana ala nkira bar. Ces équipements reçus sont composés de véhicules blindés tout-terrain dotés de mitrailleuses, des camions logistiques, des citernes à eau, des citernes à carburant et des camions d'allègement. Ces matériels répondent au souci du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection du peuple. Ces équipements seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées et ils seront d'un grand apport dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, l'insécurité et le banditisme. C'est donc avec fierté, abnégation que les Bamakois ont accueilli ces matériels. Et les équipements que vous venez de voir seront d'un apport précieux au sein de la force unifiée de l'AES, surtout combiné à la formation des militaires. C'est le cas au Niger où le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, a présidé hier à l'école militaire supérieure du Niger la cérémonie solennelle de fin de stage de la 4e promotion de l'école d'état-major. Ils sont au total 35 officiers, dont un du Burkina Faso et 2 du Mali, qui viennent ainsi renforcer les rangs des armées de leur pays respectifs en tant qu'officiers traitants ou rédacteurs au sein des cellules des différents types d'état-major organiques ou opérationnels. Le reportage de nos confrères de la télévision nigérienne Amadou Toudjani Oumarou et Oussoufi Samaïla. Après l'hymne national, à l'occasion des honneurs qui lui sont rendus par un détachement militaire à son arrivée à l'école militaire supérieure, les ministres d'État, ministres de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi a pris part à la cérémonie solennelle de fin de stage de la 4e promotion de l'école d'état-major. À ses côtés, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salobamou, les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que le commandant de l'école militaire supérieure. Cette promotion qui a effectué sa rentrée académique le 23 octobre 2024 est composée de 35 officiers, dont 32 nigériens, notamment 22 des forces armées nigériennes, 5 de la gendarmerie nationale, 5 de la garde nationale du Niger, 1 des forces armées du Burkina Faso et 2 du Mali.
à la suite d'une formation laborieuse, les officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major ont pu développer plus particulièrement un esprit d'analyse et de synthèse, une puissance de travail en temps contraint et une capacité à argumenter et à convaincre à l'écrit comme à l'oral. Cette fin de formation consacre assurément leur aptitude à occuper des postes d'état-major au niveau tactique dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou éventuellement d'une opération de maintien de la paix, ainsi que leur maîtrise des procédures et des ordres du niveau du groupement tactique interarmes et une bonne connaissance du niveau de la brigade interarmes. L'école militaire supérieure est le reflet de la ferme volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdrahmane Tiani, de disposer d'un outil de défense supplémentaire à la hauteur des défis sécuritaires dans l'espace AES, a martelé les ministres d'État, ministres de la Défense nationale. Comme je l'avais exprimé à la réunion des ministres de la Défense de la Confédération Alliance des États du Sahel à Bamako le 20 juin 2025, notre contexte est très complexe. Il nous met quotidiennement face à des défis qui exigent de nous des réponses appropriées et une adaptation continue. Nous devrons, pour les cerner, nécessairement nous départir des anciens modèles totalement inadaptés aux réalités actuelles et inventer des schémas de riposte taillés sur mesure pour répondre efficacement aux challenges sécuritaires auxquels nos pays sont confrontés. Face à ce changement de paradigme, j'invite alors l'école militaire supérieure à intégrer cette donne dans le processus de formation pour mieux soutenir la dynamique de construction de l'architecture de défense de la Confédération AES. Après 9 mois de scolarité et de formation laborieuse dans l'art militaire, c'est le capitaine Idrissa Zodi Abdulkader qui termine major de la promotion avec une moyenne de 14,97. Il est suivi du capitaine Mahaman Sadi Sougambo Issa, deuxième avec une moyenne de 14,41, et le capitaine Elhaji Noma Mahaman Nourou, troisième avec une moyenne de 14,32. Grâce à cette formation, ces officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major disposent désormais des compétences et aptes à occuper tout type de postes de leur niveau en état-major afin de mieux préparer la prise de décision des bons chefs militaires. Les autorités burkinabées sont engagées dans un vaste programme de désenclavement intérieur et extérieur. Les travaux d'aménagement du tronçon Kosodo-Tampouni vont bon train. À environ 3 années de travaux, le niveau d'exécution est aujourd'hui de 80%. Sur le terrain seulement, quelques petits travaux et retouches. Et depuis le mois de mars dernier, les voies sont ouvertes à la circulation au grand bonheur des populations. En attendant la fin totale des travaux, on fait le constat sur le terrain avec Adam Ngiti et Haadi Sandaba. Ils changèrent de Kosodo à l'intersection route nationale numéro 3, axe Ouagakaya, dans l'arrondissement 4. Ici, les gros engins ne vomissent plus. Mieux, ils ont libéré les lieux. Seulement une bétonneuse pour les dernières retouches. D'un côté, l'on procède au ferraillage et de l'autre, l'on coule du béton sur la chaussée. Nous sommes sur le passage à niveau, communément appelé changeur de Kosodo, et les travaux sont presque achevés. Là, par exemple, techniciens et ouvriers s'attellent au montage du dispositif de sécurité du pont. Les travaux de la rocade qui ont démarré depuis 2022 se poursuivent. Aujourd'hui, nous sommes autour de 80-85% d'avancement. Je pense que d'ici 2-3 mois, on pourra finir tous les travaux. Bon, au niveau du bitume, il y a une grande partie qui est faite. Nous sommes à environ 50% de la couche de roulement qu'on appelle BBME, qui est déjà réalisée. Il y a une grande partie qui a été commandée à Abidjan et qui va venir courant de ce mois, et ça va permettre de terminer les travaux du BBME de cela. De là, nous empruntons le tronçon
Question de mieux apprécier le niveau de réalisation des travaux. Un bitume déjà ouvert à la circulation depuis mars 2025. Pour la ville de Ouagadougou, il faut savoir que c'est un grand désengorgement que ça va faire. D'abord, ça vient fermer les autres rocades qu'on a réalisées, qu'on appelle la circulaire, ce qui est d'ailleurs l'avenue de Tansoba. Et de l'autre côté, il y a l'échangeur de Nord. Donc la rocade permet de joindre les deux bouts, entre l'échangeur de l'Est et l'échangeur du Nord. Et ça fait vraiment, ça va désengorger vraiment ce côté de la ville de Ouagadougou. Les travaux de la rocade 2 constituent une continuité du boulevard de Tansoba, allant de l'échangeur de l'Est à celui du Nord, en passant par la route nationale numéro 3. Un programme de bitumage qui a débuté en février 2022 pour une durée d'exécution de 24 mois. Cependant, les travaux ont connu plusieurs suspensions pour diverses raisons, ce qui a nécessité alors des prolongements de délai. Une autre difficulté qui a également joué sur le délai, c'est le déguerpissement des populations installées sur le schéma d'aménagement, ajoute Patrice Zongo. Avec une dizaine d'articles modifiés, la nouvelle charte de la transition est entrée en vigueur le 8 juillet dernier, suite à sa promulgation par le président de la transition. Parmi les nouvelles dispositions, la durée de la transition fixée à 5 ans renouvelable, autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification du pays. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral appelle justement les Maliens à œuvrer ensemble à cette pacification. C'est dans un numéro spécial de l'invité de la semaine à suivre ce soir dans nos programmes. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de cet entretien. C'est l'appel que je vais lancer au peuple malien au nom du président de la transition, chef de l'État et du Premier ministre que je représente ici, c'est de comprendre que c'est la nécessité qui fait qu'on est dans ces situations-là, comme on appelle, d'avoir un horizon temporel, parce qu'on est face à des défis majeurs. Nous sommes notre pays attaqué tous les jours. On voit comment la déstabilisation internationale est organisée, orchestrée de toutes les façons. On met en œuvre même, on met à contribution même la presse internationale. Vous voyez, tous les jours on fait l'objet d'attaques, de déstabilisation. C'est-à-dire qu'on fait tout pour déstabiliser nos États. Et c'est la raison pour laquelle les Maliens doivent comprendre la nécessité vraiment de pacifier le pays, que tout le monde concourt à cette pacification. Si les gens veulent qu'on aille aux élections, moi je pense que le défi est lancé, puisque la question c'est de pacifier le pays. Donc que les gens vraiment se donnent la main, et en tout cas les pouvoirs publics n'attendent que ça. Et la préoccupation du président, ça a toujours été l'inclusivité, la co-construction, et tous les Maliens comptent pour la réussite de cette phase de transition. Et la réussite de cette phase de transition va permettre de consolider notre état de droit. Voilà l'invité de la semaine à suivre après Malikoura Tassira. Le ministre de la Santé et du Développement social a présidé ce matin à Sanangoroba le lancement de la campagne nationale de chimioprévention du paludisme saisonnier, une campagne couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants de 3 à 59 ans. Selon le rapport 2024 de l'OMS, 263 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec environ 597 000 décès en 2023. La campagne chimioprévention 2025 touchera plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 ans. Le coût de la campagne est de plus de 7 milliards de francs CFA. Aïssata Saliou Maïga pour plus de précisions. L'administration de la première dose de la sulfate d'oxyne, pyritamine et de l'amodiaquine par le colonel Assaba Diallo Touré au petit garçon Chakamité, âgé de 2 ans, donne ainsi le ton à la campagne 2025 de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois. Cette campagne est ainsi lancée à Sanankoroba, située à une trentaine de kilomètres de Bamako, pour objectif
l'objectif de couvrir au total 4 107 505 enfants de 3 à 59 mois. La stratégie adoptée pour administrer les médicaments reste le système de porte-à-porte et les agents chargés d'administrer les médicaments procéderont en même temps au dépistage de la malnutrition en vue de donner des informations nécessaires aux parents pour une meilleure prise en charge de leurs enfants. Afin d'accélérer les progrès vers l'élimination du paludisme à l'horizon 2030, l'Organisation mondiale de la santé a adopté dans les pays du Sahel une saisonnalité dans la transmission du paludisme qui dure 3 à 5 mois, la chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS, chez les enfants de moins de 5 ans, objet de cette cérémonie. C'est une intervention préventive pour réduire la morbimortalité de cette maladie. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier entre dans ce cadre et sera déployée cette année dans 57 districts sanitaires. Elle vise à protéger les enfants les plus vulnérables grâce à l'administration de la sulfadoxine pyrimétamine et amodiaquine. À cet effet, notre ambition est d'accompagner le ministère de la Santé ainsi que tous les autres acteurs à toucher plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois. Le choix de la commune de Sanangourouba pour ce lancement national est un honneur, mais aussi un défi, car il s'agit d'user de tous nos moyens et tous nos efforts pour mettre en pratique les 2 méthodes de traitement préventif. À noter que la présente campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, qui sera menée dans 57 districts sanitaires, coûtera à l'État et ses partenaires comme le Fonds mondial, le Catholic Relief Service, la bagatelle de 7 145 383 926 de francs CFA. Je vous l'annonçais il y a un instant, c'est parti pour la 3e édition du programme Bamako City Tour 2025, l'initiative de l'agence de promotion touristique du Mali. À bord des bus, les participants découvrent les trésors culturels et artistiques du Mali à Bamako et à l'intérieur du Mali pendant 3 mois. La cérémonie de lancement a eu lieu hier au Musée national en présence de plusieurs membres du gouvernement. Rien à manquer à Mariam Koulibaly. Après le triomphe de l'édition 2023 qui a attiré près de 20 000 visiteurs, le City Tour reprend cette année avec une vigueur renouvelée et une ambition clairement affirmée. Augmenter encore le nombre de participants tout en consolidant son impact sur la scène touristique. Cette année, nos projections tablent sur 25 000 participants. Comme vous le savez, les éditions antérieures ont mobilisé beaucoup plus de personnes. Nous avons enregistré 20 000 personnes en 2023. Et cette année, avec l'élargissement du programme à 2 nouvelles régions, les régions de Mopti et celle de Sikasso, nous osons espérer que nous allons pouvoir réussir à mobiliser beaucoup plus de personnes. Le programme, qui s'étendra du 16 juillet au 28 septembre, invite les visiteurs à découvrir plus d'une centaine de sites emblématiques dans la capitale Bamako, les régions de Kaï, Ségou, Sikasso et Mopti. Nous n'avons pas une grande culture touristique au Mali, mais nous sommes dans la mesure où aujourd'hui c'est le tourisme national qu'on est en train de promouvoir. Nous faisons en sorte que le Malien puisse avoir cette culture, que le Malien puisse comprendre que aujourd'hui nous avons besoin d'être nous-mêmes les touristes de notre pays. L'UNESCO reste pleinement engagée aux côtés du Mali pour que la culture et le patrimoine ne soient pas relégués à la marge, mais reconnus à leur juste valeur comme des piliers fondamentaux de la paix, de l'éducation et du développement. Le programme trouve son point de départ au Musée national, véritable témoin de l'histoire du Mali, avant de poursuivre son chemin vers le monument de l'indépendance, symbole d'un passé glorieux et d'une souveraineté retrouvée. Un itinéraire ambitieux à la hauteur des enjeux que ce projet entend relever. Comme le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a bien voulu
décrété cette année avec la vision historique. Il nous a instruit de travailler sur le Made in Mali, sur la consommation locale du Mali, la consommation de nos produits locaux. Et je pense que ce projet est en lien avec cette vision du chef de l'État de consommer malien. Désormais, c'est à la jeunesse malienne qu'il revient de se saisir pleinement de cette occasion unique afin de faire de ces vacances non seulement une évasion plaisante, mais aussi une immersion profonde et enrichissante dans le patrimoine vivant de leur nation. Voilà le City Tour, une belle expérience à vivre absolument. La famille judiciaire s'agrandit. 114 auditeurs de justice ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Bamako. Ils sont composés de 80 auditeurs de l'ordre judiciaire, 20 auditeurs de justice de l'ordre administratif, 14 auditeurs de justice militaire. Devant le président de la cour, et à tour de rôle, chaque auditeur de justice a juré d'honorer son serment. Ils ont aussi juré d'honorer leur mission avec honnêteté, impartialité et intégrité. Le président de la Cour est largement revenu sur l'importance du serment dans la profession. Il a aussi invité les jeunes auditeurs à faire preuve d'écoute, d'indépendance et de responsabilité. Auparavant, la Cour avait observé une minute de silence en la mémoire de Dassé Kane, auditeur de justice de l'ordre administratif, décédé le 7 juillet dernier. C'est un coup dur pour les producteurs en 3e région. Le jacide, un insecte ravageur, les a déjà contraints à rélabourer plus de 1300 hectares dans l'union secteur des cotonculteurs de Sikasso. Face à cette situation alarmante, le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali est sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter son soutien aux producteurs. Le reportage de Moussokoro Sérémé et de Taïrou Konati. Sur cette parcelle de 5 hectares appartenant à Bazoumana Ouattara, cotonculteur à Kadjoulou, l'espoir d'une bonne récolte semble déjà compromis. Malgré plusieurs traitements, les signes d'infestation par les jacides, ces insectes ravageurs de plus en plus présents cette saison, sont plus que visibles à perte de vue. San caman ni kɔɔri sɛnɛ yan a tɛ tile 40 kɔ sɔrɔ ne y'a sɔrɔ ne ma kɔrɔ fili mais ɲinɛn nana ye depuis le 10 sin k'a dan ka se bi ma min bɛ ka ye a tɛ bɔ a yɛrɛ la n ye kunnafoniw di secrétaire ma n ko i t'a fɔ kɔɔri bana b'a la pɔsɔn dɔ tɛmɛ salo o nana kuma caya a ko la o yi nan'o ye an tɛ fila la zakobia wa ko zakobia o yi nan'o ye o bɛ min gɛlɛya la an b'an yɛrɛ datugu cogo min o y'o ɲɛ dɔrɔn le fɔ n'o tɛ ɲininkɛla mun o n'o ma nan'o ye kɔɔri bɛ can bele dɛ. Comme Bazoumana Ouattara, ils sont des milliers de producteurs à faire face à la même menace. Une situation qui a conduit à Sikasso cette mission nationale des membres des 44 unions secteurs de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. La délégation est venue constater de visu les réalités du terrain en pleine campagne agricole et prêter une oreille attentive aux préoccupations des producteurs en vue d'envisager ensemble des solutions durables. Effectivement, on y est minouillé. On y est abeille. Tiens d'où? On chama sur la kafoko a benga fula. Kadjolo ko yere nyimana ulu kenen muingana ya usala ka 90% sene. Mais j'assure ba 60% na. O te tieni ya. O koroba jira fenti sur la. Ne dum nana ya ya shiria. Anye doye yamfe. Ankla kana ya parce que angu bagaji do ci nasu do ci nubi sakoro. Mi o molekele do. Donc ana la je kasoro. Ay don kala me maseka banko se bako. Sénégal même fo nyeno ka sabari. O ya fo chugum na anu be hakilakilna. Parce que kala ko kono ka foko ulu tor la ka nyetala. O di tor indi en français ya. Ulu tis no anti se ka sno. Nere ka siga so fédération na bi. Hectare damire labouré la kaba banan koso. Ka fo arrête ka mago nyabli. Hectare bakele ani kame saba ani ko. Yaro koni o egele abai. Donc vraiment ma da kandido ka nyeshi fem bi se ki dado konuna wala san an ga campagne bi se ka sauver parce que an sigilen do kor kan soro da congrès chita an molo ni kor konte kor ye fait abe an cikalaw nafa abe chemnete nafa abe gouvernement yere nafa
La visite de terrain est suivie d'une assemblée générale au cours de laquelle les défis de la filière coton sont largement débattus. Producteurs, Union régionale, CMDT et Coordination nationale se disent déterminés à sauver la campagne en cours, mais à condition que les décisions à venir prennent en compte les réalités vécues. Folo an san sanga korwar be retard la san flana e engrais koy sabana yero de kajuna tobe parce que bisika ni bedu ka engrais do kiga effort be furni ka furla ni jasin nana lebe ke furugul ka jamana imbe romna jamana mo te frafral la ni ko bina abi faranyoga o de ko so an ko anga faranyoga anga hakilo be kekele anga so ko di jamana mais ambe fana mi fana ni jamana fe ni chien mi mbora ya akana yele makase président o ka chien Le séjour à Sikassou de la délégation nationale de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton a pris fin par la visite de courtoisie à la chef de l'exécutif régional et celle des notables de Sikassou. Visite sanctionnée par des conseils et des bénédictions. Des cas d'effondrement de maisons, des pertes en vie humaine déjà enregistrés au niveau du comité de gestion des crises et catastrophes. Le comité a tenu ce matin sa 4e réunion hebdomadaire pour faire le point de l'hivernage à l'état actuel. Un exercice qui vise à sensibiliser les populations sur les risques et les mesures de prévention. Le reportage de Ibrahim Kaokonati. Les prévisions sont importantes en termes de pluie cette année. Notre pays s'attend à des précipitations importantes. Il est impératif que la population se conforme aux recommandations des autorités compétentes. Des grandes quantités de pluie vont commencer à tomber sur tout le Sahel et sur les Mali. Et cela est dû à quoi? Au réchauffement global de la planète, de la température de la planète. Et les pluies qui arrivent au Mali viennent probablement du réchauffement du Sahara. Au niveau du Sahara, il y a des basses pressions là-bas. Et au niveau du golfe de Guinée, il y a des pressions. Donc c'est la combinaison de ces pressions-là qui envoient des effets au Mali et des quantités de pluie peuvent tomber en quelques heures. Donc nous on fait des analyses de ce genre de situation pour dire attention, cette année, voilà la tendance par rapport aux pluies, voilà ce que ça peut donner si ça arrivait et voilà vraiment les mesures qu'il faut prendre pour empêcher les dégâts que ça peut causer. Lors de cette rencontre hebdomadaire, le comité a fait le point sur l'état d'exécution des recommandations issues de la réunion du 10 juillet dernier. Des cas d'inondation et des effondrements dans certaines régions, c'est le bilan de la semaine écoulée. Je vais définir le bilan sur deux aspects. La dernière semaine qu'on a pu en tout cas intervenir sur le territoire national nous révèle qu'il y a eu 4 cas d'inondation et 2 cas d'effondrement qui nous ramènent à 6 cas gérés pendant cette période. Malheureusement 2 cas de décès avec l'effondrement de Koro dans la région de Banyangara. Maintenant, au-delà de cette semaine, pour récapituler, depuis le début de l'hivernage jusqu'au 14 juillet 2025, nous sommes à 13 cas d'inondation. Et c'est un peu partout, parce que Bamako déjà est à 10 cas d'inondation, plus quelques régions telles que Nukoro, Ségou, et Nara et San. Donc ce sont d'une façon globale les régions qui ont été touchées déjà par inondation. Cette réunion a ainsi permis de renforcer la coordination entre les différents acteurs. Elle a aussi permis de préparer des mesures proactives afin de minimiser les risques. Les jeunes de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté ont participé ce jeudi 17 juillet 2025 à 2 panels animés par les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Les 2 panélistes ont saisi cette occasion pour parler des grandes réformes au niveau de leurs départements respectifs. Le reportage de Daouda Kone. C'était avec une attention captée que les jeunes de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté ont suivi le panel animé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Modéré par son collègue en charge de la jeunesse, le panel portait sur les missions et les difficultés que connaît le département en charge de l'enseignement supérieur. Les jeunes ont été très attentifs et ont été très curieux. Ils ont posé des questions très pertinentes qui concernent les défis du domaine auxquels nous avons apporté des réponses qui ne sont pas exhaustives mais qui leur ont permis de mieux comprendre ce que nous faisons, comment cela est fait, les résultats que nous visons, les défis auxquels nous nous attaquons
et comment ces défis-là sont relevés progressivement pour faire en sorte que la jeunesse qui était là ce matin et toute la jeunesse du Mali et de l'AES puisse s'épanouir dans l'espace universitaire et dans l'espace scolaire supérieur. Les participants, majoritairement universitaires, ont été exhortés à choisir les filières techniques pour un jour apporter leur expertise à l'évolution technologique. Donc tout ceci est de nature à aider les jeunes à s'engager davantage pour transformer nos pays et pour contribuer à la résolution de tous les défis que l'AES connaît. Je suis très confiant par rapport à cette jeunesse qui, j'en suis sûr, va être porteuse du narratif, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur notre crise, sur notre vie, n'est-ce pas, pour contrer tous les autres narratifs négatifs qui nous viennent de l'extérieur et qui tentent d'imposer une vision du monde qui n'est pas du tout la nôtre. Le ministre de l'Éducation nationale s'est également prêté au même exercice. J'ai présenté le système éducatif malien. 10 questions m'ont été posées qui sont allées dans beaucoup de sens. Voilà, ça m'a pas surpris. Disons que ça m'a fait dire que nos jeunes là, ils sont vraiment avertis, ils sont au courant de tout. Les jeunes ont posé des questions sur les défis et le rôle des départements de l'enseignement et de l'éducation. Cet exercice devra contribuer à stimuler le goût des études et de la recherche chez les universitaires. À l'école de la citoyenneté, cette 4e cohorte concerne également certaines régions du Mali. À Koulikoro et Sikasso, les gouverneurs de région ont échangé avec les jeunes sur les notions de civisme, de citoyenneté et par la suite partagé leurs expériences de gouvernance. Ils ont aussi prodigué des conseils aux apprenants afin qu'ils soient des modèles dans la refondation du Mali. Nos reporters sont Yourou Baladjabate et Ousmane Koïta. En ce 6e jour du camp des jeunes à l'école de la citoyenneté, le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanoko, accompagné de sa délégation, a rendu une visite aux jeunes et à leurs encadreurs. Occasion pour lui de s'imprégner des conditions d'hébergement et le moral de ces jeunes venus des régions de Douala, de Nara et de Koulikoro. Une visite appréciée par les jeunes. Donc je qualifie ça comme sa détermination pour le développement de sa région et pour le développement de la jeunesse. Le gouverneur Lamine Kapori Sanoko, un bon éducateur, a partagé ses expériences de vie avec les jeunes. L'objet de ma visite, c'était pour leur partager ma petite expérience de la vie. Je leur parle de deux choses principalement. L'incertitude dans la vie. La vie est incertaine et tout est fragile dans la vie. Et le Mali l'est également aujourd'hui. Et nous avons besoin du soutien, de l'accompagnement de la jeunesse. Et c'est pour elle que nous nous battons. Et aussi, je les ai invités à comprendre que la vie est une renaissance perpétuelle. On définit à l'avance ce qu'on voudrait devenir. Mais pour l'atteindre, je pense qu'il faut réfléchir aux moyens qu'il faut, nécessairement. Et avant d'atteindre ces objectifs-là, je pense qu'on trébuche, des fois on ne tombe pas, on tombe, mais il faut qu'on ait le courage de se relever. Le dernier conseil que je leur ai prodigué est d'être des courroies de transmission aux autres jeunes des 3 régions qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui. Cette visite s'est achevée dans une belle ambiance où la joie de vivre s'est invitée, ce bonheur inoubliable partagé par tous. Inculquer aux jeunes les valeurs fondamentales de la République, à savoir le civisme, la solidarité, la discipline et le respect des institutions, c'est l'objectif de l'école de la citoyenneté, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est pour s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces jeunes et leur encadrement que la chef de l'exécutif régional a rendu une visite de courtoisie aux 200 jeunes des corps de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Nous sommes là ce matin avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour venir visiter nos enfants. Et je vois déjà un engagement sur le visage de ces jeunes. Et ils seront un relais entre les autorités du pays et les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ces camps. La visite du gouverneur a débuté par la traditionnelle montée des couleurs, moment solennel de respect au symbole de la République auquel les participants ont pris part avec engagement. S'adressant ensuite aux jeunes,
La chef de l'exécutif régional a salué l'initiative du département de tutelle et a exhorté les participants à tirer le meilleur de cette formation. Le message pour les jeunes, c'est de bien suivre les outils qui seront dispensés. Pas seulement de suivre et de les pratiquer dans la vie courante. Et aussi, au sortir de ces camps, d'être vraiment des citoyens modèles. L'école de la citoyenneté, prévue pour 10 jours, alterne formation, assainissement, visite touristique, reboisement et activités sportives. Le tout encadré par des formateurs expérimentés. Un mot de sport, CAN féminine Maroc 2024. Les quarts de finale débutent demain vendredi 18 juillet 2025. Le Mali sera face au Maroc, pays organisateur à 19h temps universel. Avant la rencontre, le sélectionneur malien Mohamed Saloum Hussein et l'attaquante des Aigles dames Aïssata Traoré, dite Senou, étaient devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ils se disent optimistes. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux au Maroc, Assa Soumaré et Oumar Traoré. La phase de poule est terminée et nous entamons maintenant la phase d'élimination directe. Il n'y a pas de calcul. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes préparés. On verra ce qui va se passer. Maintenant, quant à l'équipe du Maroc, c'est une équipe joueuse. On connaît cette équipe. Nous les avons rencontrés plusieurs fois. Et la dernière date en 2024, et ça s'est soldé 1-0. Je pense que c'est les mêmes éléments qui sont là. Ce match du quart de finale, nous savons bien que c'est une équipe joueuse qui ne lâche rien, qui croit en elle. Nous saurons comment pouvoir les contrer, vu leurs forces et également sur leurs faiblesses. Nous, de notre côté, on reste sereine, préparer ce match et nous resterons focus que sur nous. L'équipe adverse, on la connaît, elles nous connaissent aussi, donc on ne va pas trop travailler sur elle. Nous jouons. En fait, l'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est les limites que nous allons nous poser nous-mêmes qui feront que ça pourra basculer de notre côté ou bien de leur côté. Mais nous, de notre côté, on a beaucoup plus d'envie. On est motivé, on a envie de se racheter par rapport au résultat du dernier match. Et bonne chance aux dames. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.